Chapitre 4. Tout d'abord, le reporter dit au marin de l'attendre, en cet endroit même, où il le rejoindrait, et, sans perdre un instant, il remonta le littoral, dans la direction qu'avait suivie quelques heures auparavant le nègre Nab. Puis il disparut rapidement derrière un angle de la côte, tant il lui tardait d'avoir des nouvelles de l'ingénieur. Harbert avait voulu l'accompagner. « Restez, mon garçon, » lui avait dit le marin. « Nous avons à préparer un campement, et à voir s'il est possible de trouver à se mettre sous la dent quelque chose de plus solide que des coquillages. Nos amis auront besoin de se refaire à leur retour. À chacun sa tâche. »« Je suis prêt, Pencroff, » répondit Harbert. « Bon, » reprit le marin, « cela ira. Procédons avec méthode. Nous sommes fatigués, nous avons froid, nous avons faim. Il s'agit donc de trouver abri, feu et nourriture. La forêt a du bois, les nids ont des œufs, il reste à chercher la maison. »« Eh bien, » répondit Harbert, « je chercherai une grotte dans ces roches, et je finirai bien par découvrir quelques trous dans lesquels nous pourrons nous fourrer. »« C'est cela, » répondit Pencroff. « En route, mon garçon. » Et les voilà marchant tous deux au pied de l'énorme muraille, sur cette grève que le flot descendant avait largement découverte. Mais au lieu de remonter vers le nord, ils descendirent au sud. Pencroff avait remarqué à quelques centaines de pas au-dessous de l'endroit où ils étaient débarqués, que la côte offrait une étroite coupée, qui, suivant lui, devait servir de débouché à une rivière ou à un ruisseau. Or, d'une part, il était important de s'établir dans le voisinage d'un cours d'eau potable, et de l'autre, il n'était pas impossible que le courant eût poussé Cyrus Smith de ce côté. La haute muraille, on l'a dit, se dressait à une hauteur de 300 pieds. Mais le bloc était plein partout, et même à sa base, à peine léchée par la mer, elle ne présentait pas la moindre fissure qui pût servir de demeure provisoire. C'était un mur d'aplomb, fait d'un granit très dur, que le flot n'avait jamais rongé. Vers le sommet voltigeait tout un monde d'oiseaux aquatiques, et particulièrement diverses espèces de l'ordre des palmipèdes, à bec allongé, comprimé et pointu. Volatiles très criards, peu effrayés de la présence de l'homme, qui, pour la première fois sans doute, troublait ainsi leur solitude. Parmi ces palmipèdes, Pencroff reconnut plusieurs labes, sortes de goélands, auxquels on donne quelquefois le nom de stercoraires, et aussi de petites mouettes voraces, qui nichaient dans les anfractuosités du granit. Un coup de fusil tiré au milieu de ce fourmillement d'oiseaux en eût abattu un grand nombre, mais pour tirer un coup de fusil, il faut un fusil, et ni Pencroff ni Harbert n'en avaient. D'ailleurs, ces mouettes et ces labes sont à peine mangeables, et leurs œufs mêmes ont un détestable goût. Cependant, Harbert, qui s'était porté un peu plus sur la gauche, signala bientôt quelques rochers tapissés d'algues, que la haute mer devait recouvrir quelques heures plus tard. Sur ces roches, au milieu des varechs glissants, pullulaient des coquillages à double valve, que ne pouvaient dédaigner des gens affamés. Harbert appela donc Pencroff, qui se hâta d'accourir. « Eh, ce sont des moules !» s'écria le marin. « Voilà de quoi remplacer les œufs qui nous manquent. »« Ce ne sont point des moules, » répondit le jeune Harbert, qui examinait avec attention les mollusques attachés aux roches. « Ce sont des lithodomes. »« Et cela se mange ?» demanda Pencroff. « Parfaitement. Alors mangeons des lithodomes. » Le marin pouvait s'en rapporter à Harbert. Le jeune garçon était très fort en histoire naturelle, et avait toujours eu une véritable passion pour cette science. Son père l'avait poussé dans cette voie, en lui faisant suivre les cours des meilleurs professeurs de Boston, qui affectionnaient cet enfant, intelligent et travailleur. Aussi ses instincts de naturaliste devaient-ils être plus d'une fois utilisés par la suite, et pour son début il ne se trompa pas.
Ces lithodomes étaient des coquillages oblongs, attachés par grappes et très adhérents aux roches. Ils appartenaient à cette espèce de mollusques perforateurs qui creusent des trous dans les pierres les plus dures, et leurs coquilles s'arrondissaient à ses deux bouts, disposition qui ne se remarque pas dans la moule ordinaire. Pencroff et Harbert firent une bonne consommation de ces lithodomes qui s'entrebâillaient alors au soleil. Ils les mangèrent comme des huîtres, et ils leur trouvèrent une saveur fortement poivrée, ce qui leur ôta tout regret de n'avoir ni poivre ni condiment d'aucune sorte. Leur faim fut donc momentanément apaisée, mais non leur soif, qui s'accrut après l'absorption de ces mollusques naturellement épicés. Il s'agissait donc de trouver de l'eau douce, et il n'était pas vraisemblable qu'elle manquât dans une région si capricieusement accidentée. Pencroff et Harbert, après avoir pris la précaution de faire une ample provision de lithodomes, dont ils remplirent leurs poches et leurs mouchoirs, regagnèrent le pied de la haute terre. 200 pas plus loin, ils arrivaient à cette coupée par laquelle, suivant le pressentiment de Pencroff, une petite rivière devait couler à plein bord. En cet endroit, la muraille semblait avoir été séparée par quelque violent effort plutonien. À sa base s'échancrait une petite anse, dont le fond formait un angle assez aigu. Le cours mesurait là 200 pieds de largeur, et ses deux berges, de chaque côté, n'en comptaient que 20 pieds à peine. La rivière s'enfonçait presque distinctement entre les deux murs de granit, qui tendaient à s'abaisser en amont de l'embouchure. Puis elle tournait brusquement, et disparaissait sous un taillis, à un demi-mille. Ici l'eau, là-bas le bois, dit Pencroff. Eh bien, Harbert, il ne manque plus que la maison. L'eau de la rivière était limpide. Le marin reconnut qu'à ce moment de la marée, c'est-à-dire à mer basse, quand le flot montant n'y portait pas, elle était douce. Ce point important établi, Harbert chercha quelque cavité qui pût servir de retraite, mais ce fut inutilement. Partout la muraille était lisse, plane et d'aplomb. Toutefois, à l'embouchure même du cours d'eau, et au-dessus des relais de la haute mer, les éboulis avaient formé, non point une grotte, mais un entassement d'énormes rochers, tels qu'il s'en rencontre souvent dans les pays granitiques, et qui portent le nom de cheminées. Pencroff et Harbert s'engagèrent assez profondément entre les roches, dans ces couloirs sablés, auxquels la lumière ne manquait pas, car elle pénétrait par les vides que laissaient entre eux ces granites, dont quelques-uns ne se maintenaient que par un miracle d'équilibre. Mais avec la lumière entrait aussi le vent, une vraie bise de corridor, et avec le vent, le froid aigu de l'extérieur. Cependant le marin pensa qu'en obstruant certaines portions de ces couloirs, en bouchant quelques ouvertures avec un mélange de pierre et de sable, on pourrait rendre les cheminées habitables. Leur plan géométrique représentait ce signe typographique qui signifie « etc » en abrégé. Or, en isolant la boucle supérieure du signe, et par laquelle s'engouffrait le vent du sud et de l'ouest, on parviendrait sans doute à utiliser sa disposition inférieure. « Voilà notre affaire, » dit Pencroff, « et si jamais nous revoyons M. Smith, il saurait tirer parti de ce labyrinthe. » « Nous le reverrons, Pencroff, » s'écria Harbert, « et quand il reviendra, il faut qu'il trouve ici une demeure à peu près supportable. Elle le sera si nous pouvons établir un foyer dans le couloir de gauche, et y conserver une ouverture pour la fumée. »« Nous le pourrons, mon garçon, » répondit le marin. Et ces cheminées, ce fut le nom que Pencroff conserva à cette demeure provisoire, feront notre affaire. Mais d'abord, allons faire provision de combustible. J'imagine que le bois ne nous sera pas inutile pour boucher ces ouvertures, à travers lesquelles le diable joue de sa trompette. Harbert et Pencroff quittèrent les cheminées, et doublant l'angle, ils commencèrent à remonter la rive gauche de la rivière. Le courant en était assez rapide, et charriait quelques bois morts. Le flot montant, et il se faisait déjà sentir en ce moment,
devait le refouler avec force jusqu'à une distance assez considérable. Le marin pensa donc que l'on pourrait utiliser ce flux et ce reflux pour le transport des objets pesants. Après avoir marché pendant un quart d'heure, le marin et le jeune garçon arrivèrent au brusque coude que faisait la rivière en s'enfonçant vers la gauche. À partir de ce point, son cours se poursuivait à travers une forêt d'arbres magnifiques. Ces arbres avaient conservé leur verdure, malgré la saison avancée, car ils appartenaient à cette famille des conifères qui se propage sur toutes les régions du globe, depuis les climats septentrionaux jusqu'aux contrées tropicales. Le jeune naturaliste reconnut plus particulièrement des déodars, essences très nombreuses dans la zone himalayenne et qui répandaient un agréable arôme. Entre ces beaux arbres poussaient des bouquets de pins, dont l'opaque parasol s'ouvrait largement. Au milieu des hautes herbes, Pencroff sentit que son pied écrasait des branches sèches, qui crépitaient comme des pièces d'artifice. « Bon, mon garçon, dit-il à Harbert, si moi j'ignore le nom de ces arbres, je sais du moins les ranger dans la catégorie du bois à brûler. Et pour le moment, c'est la seule qui nous convienne. Faisons notre ouvrage, répondit Harbert, qui se mit aussitôt à l'ouvrage. La récolte fut facile. Il n'était pas même nécessaire d'ébrancher les arbres, car d'énormes quantités de bois mort gisaient à leurs pieds. Mais si le combustible ne manquait pas, les moyens de transport laissaient à désirer. Ce bois étant très sec, devait brûler rapidement. De là nécessité d'en rapporter aux cheminées une quantité considérable, et la charge de 2 hommes n'aurait pas suffi. C'est ce que fit observer Harbert. « Eh, mon garçon, répondit le marin, il doit y avoir un moyen de transporter ce bois. Il y a toujours moyen de tout faire. Si nous avions une charrette ou un bateau, ce serait trop facile. »« Mais nous avons la rivière, dit Harbert. « Juste, répondit Pencroff. La rivière sera pour nous un chemin qui marche tout seul, et les trains de bois n'ont pas été inventés pour rien. »« Seulement, fit observer Harbert, notre chemin marche en ce moment dans une direction contraire à la nôtre, puisque la mer monte. »« Nous en serons quittes pour attendre qu'elle baisse, répondit le marin, et c'est elle qui se chargera de transporter notre combustible aux cheminées. Préparons toujours notre train. » Le marin, suivi d'Harbert, se dirigea vers l'angle que la lisière de la forêt faisait avec la rivière. Tous deux portaient, chacun en proportion de ses forces, une charge de bois liée en fagots. Sur la berge se trouvait aussi une grande quantité de branches mortes, au milieu de ces herbes entre lesquelles le pied d'un homme ne s'était probablement jamais hasardé. Pencroff commença aussitôt à confectionner son train. Dans une sorte de remous produit par une pointe de la rive et que brisait le courant, le marin et le jeune garçon placèrent des morceaux de bois assez gros qu'ils avaient attachés ensemble avec des lianes sèches. Il se forma ainsi une sorte de radeau sur lequel fut empilée successivement toute la récolte, soit la charge de 20 hommes au moins. En 1 heure le travail fut fini, et le train, amarré à la berge, dut attendre le renversement de la marée. Il y avait alors quelques heures à occuper. Et d'un commun accord, Pencroff et Harbert résolurent de gagner le plateau supérieur, afin d'examiner la contrée sur un rayon plus étendu. Précisément à 200 pas en arrière de l'angle formé par la rivière, la muraille, terminée par un éboulement de roches, venait mourir en pente douce sur la lisière de la forêt. C'était comme un escalier naturel. Harbert et le marin commencèrent donc leur ascension. Grâce à la vigueur de leurs jarrets, ils atteignirent la crête en peu d'instants, et vinrent se poster à l'angle qu'elle faisait sur l'embouchure de la rivière. En arrivant, leur premier regard fut pour cet océan qu'ils venaient de traverser dans de si terribles conditions. Ils observèrent avec émotion toute cette partie du nord de la côte sur laquelle la catastrophe s'était produite.
c'était là que Cyrus Smith avait disparu. Ils cherchèrent des yeux si quelque épave de leur ballon, à laquelle un homme aurait pu s'accrocher, ne surnagerait pas encore. Rien. La mer n'était qu'un vaste désert d'eau. Quant à la côte, déserte aussi. Ni le reporter ni Nab ne s'y montraient. Mais il était possible qu'en ce moment, tous deux fussent à une telle distance qu'on ne pût les apercevoir. « Quelque chose me dit, » s'écria Harbert, « qu'un homme aussi énergique que M. Cyrus n'a pas pu se laisser noyer comme le premier venu. Il doit avoir atteint quelque point du rivage. N'est-ce pas, Pencroff ?» Le marin secoua tristement la tête. Lui n'espérait guère plus revoir Cyrus Smith. Mais voulant laisser quelque espoir à Harbert, « Sans doute, dit-il. Notre ingénieur est homme à se tirer d'affaire, là où tout autre succomberait. » Cependant, il observait la côte avec une extrême attention. Sous ses yeux se développait la grève de sable, bornée sur la droite de l'embouchure par des lignes de brisants. Ces roches encore émergées ressemblaient à des groupes d'amphibies couchés dans le ressac. Au-delà de la bande d'écueils, la mer étincelait sous les rayons du soleil. Dans le sud, une pointe aiguë fermait l'horizon, et l'on ne pouvait reconnaître si la terre se prolongeait dans cette direction, ou si elle s'orientait sud-est et sud-ouest, ce qui eût fait de cette côte une sorte de presqu'île très allongée. À l'extrémité septentrionale de la baie, le dessin du littoral se poursuivait à une grande distance, suivant une ligne plus arrondie. Là, le rivage était bas, plat, sans falaise, avec de larges bancs de sable, que le reflux laissait à découvert. Pencroff et Harbert se retournèrent alors vers l'ouest. Leur regard fut tout d'abord arrêté par la montagne à cime neigeuse, qui se dressait à une distance de 6 ou 7 milles. Depuis ses premières rampes, jusqu'à 2 milles de la côte, s'étendaient de vastes masses boisées, relevées de grandes plaques vertes, dues à la présence d'arbres à feuillage persistant. Puis, de la lisière de cette forêt jusqu'à la côte même, verdoyait un large plateau semé de bouquets d'arbres capricieusement distribués. Sur la gauche, on voyait par instants étinceler les eaux de la petite rivière, à travers quelques éclaircies, et il semblait que son cours assez sinueux la ramenait vers les contreforts de la montagne, entre lesquels elle devait prendre sa source. Au point où le marin avait laissé son train de bois, elle commençait à couler entre les deux hautes murailles de granit. Mais si, sur sa rive gauche, les parois demeuraient nettes et abruptes, sur la rive droite, au contraire, elles s'abaissaient peu à peu, les massifs se changeant en rocs isolés, les rocs en cailloux, les cailloux en galets, jusqu'à l'extrémité de la pointe. « Sommes-nous sur une île ?» murmura le marin. « En tout cas, elle semblerait être assez vaste, » répondit le jeune garçon. « Une île, si vaste qu'elle fût, ne serait toujours qu'une île, » dit Pencroff. Mais cette importante question ne pouvait encore être résolue. Il fallait en remettre la solution à un autre moment. Quant à la terre elle-même, île ou continent, elle paraissait fertile, agréable dans ses aspects, variée dans ses productions. « Cela est heureux, » fit observer Pencroff, « et dans notre malheur il faut en remercier la Providence. »« Dieu soit donc loué, » répondit Harbert, dont le cœur pieux était plein de reconnaissance pour l'auteur de toutes choses. Pendant longtemps, Pencroff et Harbert examinèrent cette contrée, sur laquelle les avait jetés leur destinée. Mais il était difficile d'imaginer, après une si sommaire inspection, ce que leur réservait l'avenir. Puis ils revinrent, en suivant la crête méridionale du plateau de granit, dessinée par un long feston de roches capricieuses, qui affectaient les formes les plus bizarres. Là vivaient quelques centaines d'oiseaux, nichés dans les trous de la pierre. Harbert, en sautant sur les roches, fit partir toute une troupe de ces volatiles. « Ah !» s'écria-t-il. «
Ceux-là ne sont ni des goélands ni des mouettes. Quels sont donc ces oiseaux? Demanda Pencroff. On dirait, ma foi, des pigeons. En effet, mais ce sont des pigeons sauvages, ou pigeons de roche, répondit Harbert. Je les reconnais à la double bande noire de leur aile, à leur croupion blanc, à leur plumage bleu cendré. Or, si le pigeon de roche est bon à manger, ses œufs doivent être excellents, et pour peu que ceux-ci en aient laissé dans leur nid, nous ne leur donnerons pas le temps d'éclore, si ce n'est sous forme d'omelette, répondit gaiement Pencroff. Mais dans quoi feras-tu ton omelette? Demanda Harbert. Dans ton chapeau? Bon, répondit le marin, je ne suis pas assez sorcier pour cela. Nous nous rabattrons donc sur les œufs à la coque, mon garçon, et je me charge d'expédier les plus durs. Pencroff et le jeune garçon examinèrent avec attention les anfractuosités du granit, et ils trouvèrent, en effet, des œufs dans certaines cavités. Quelques douzaines furent recueillies, puis placées dans le mouchoir du marin, et le moment approchant où la mer devait être pleine, Harbert et Pencroff commencèrent à redescendre vers le cours d'eau. Quand ils arrivèrent au coude de la rivière, il était 1 heure après-midi. Le courant se renversait déjà. Il fallait donc profiter du reflux pour amener le train de bois à l'embouchure. Pencroff n'avait pas l'intention de laisser ce train s'en aller, au courant, sans direction, et il n'entendait pas non plus s'y embarquer pour le diriger. Mais un marin n'est jamais embarrassé, quand il s'agit de câbles ou de cordages, et Pencroff tressa rapidement une longue corde de plusieurs brasses au moyen de lianes sèches. Ce câble végétal fut attaché à l'arrière du radeau, et le marin le tint à la main, tandis que Harbert, repoussant le train avec une longue perche, le maintenait dans le courant. Le procédé réussit à souhait. L'énorme charge de bois que le marin retenait en marchant sur la rive suivit le fil de l'eau. La berge était très accore, et il n'y avait pas à craindre que le train ne s'échouât. Et avant 2 heures, il arrivait à l'embouchure, à quelques pas des cheminées.